En plein hiver, une adolescente disparaît sans laisser de traces. Pour ses parents, le cauchemar commence. Notre fille était dehors, quelque part. Personne ne se volatilise comme ça. Plus le temps passe, plus il y a de chances que quelque chose de grave soit arrivé. Les enquêteurs découvrent des images de surveillance glaçantes. On savait que ces images seraient insoutenables. Regarde. Mais révéleront-elles ce qui est arrivé à la disparue? Aliana Defries a 14 ans et elle attend impatiemment ce jour, le bal père-fille de l'école. Elle m'a appelé et m'a demandé « Papa, tu pourrais m'emmener au bal père-fille ?» J'ai senti mon cœur fondre. C'était un beau moment. Elle a choisi une robe et elle a dit « Je serai une princesse quand papa viendra me chercher. » Je lui ai dit « Tu es toujours une princesse, que ce soit le bal père-fille ou pas. » J'étais un peu nerveux, parce que c'était une première pour moi. Je me suis dit, ma petite fille a bien grandi. Je me suis souvenu du moment où j'avais appris qu'elle était née et de la première fois où je l'ai vue. Elle avait 14 ans, mais c'était encore une enfant. Elle me disait, « Papa, mes amis se moquent de moi parce que je joue encore à la poupée. » Je répondais, « Ce ne sont pas de vrais amis. Tu resteras une enfant aussi longtemps que tu le voudras. » Aliana avait un grand sourire qui illuminait toute une pièce. Son sourire était contagieux. Il était solaire, magnifique. Elle débordait d'énergie. Elle aimait jouer. Elle était toujours collée à moi. Elle ne voulait jamais que je la quitte. Je trouvais ça adorable. Waitonia est la belle-mère d'Aliana depuis qu'elle a 3 ans. Je suis l'autre mère d'Aliana plutôt que sa belle-mère. Les 3 parents sont proches et travaillent à élever leur fille ensemble. On était une famille unie. On était toujours ensemble. Élever Aliana et la rendre heureuse, c'était notre priorité numéro 1. Aliana partage son temps entre ces 2 familles. On vivait du côté est. Et Donisha, sa mère, vivait de l'autre côté de la ville. Je venais la chercher après l'école, le vendredi, et elle restait avec nous tout le week-end. On faisait toutes sortes de choses ensemble. Notre vie était une fête. Dimanche soir. Comme d'habitude, Waitonia ramène Aliana chez sa mère biologique, Donisha, pour qu'elle puisse se préparer pour sa semaine d'école. Je lui ai dit que je l'aimais. Et elle m'a répondu qu'elle m'aimait aussi. Elle m'a embrassée et m'a dit « On se voit le week-end prochain. » 4 jours plus tard, Waitonia reçoit un appel inattendu de la mère biologique d'Aliana. Allô? Donisha m'a appelé et m'a demandé si on était allé récupérer Aliana à l'école. Puis elle a dit « Parce qu'elle n'est pas rentrée. » « Comment ça, elle n'est pas rentrée? Quoi? » J'étais inquiète. Damon était inquiet. Donisha raccroche et appelle le numéro d'urgence. Urgence de Cleveland, police, pompiers ou ambulance? Je veux signaler une disparition d'enfant. Quel âge a l'enfant? 14 ans. Quel est son nom? Aliana Defries. Je l'ai mise dans le bus ce matin. Elle était censée aller à l'école, mais ils m'ont dit qu'elle n'était jamais arrivée. Elle n'est pas arrivée à l'école ce matin? Non. Ça s'est déjà produit? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait une fugue ou quelque chose comme ça?
Non. Très bien. Une voiture arrive dans votre zone, d'accord? D'accord, merci. Merci, au revoir. Dans les affaires de disparition, et surtout quand la personne disparue est mineure, le temps est un facteur déterminant. Une personne peut parcourir 800 km en 10 heures, donc il faut réagir immédiatement. Un enquêteur appelle l'école d'Aliana. Il s'entretient avec le principal pour essayer de comprendre quel genre d'élève est Aliana. Avec qui elle traîne? Est-ce qu'elle a de bonnes ou de mauvaises fréquentations? Le principal répond qu'Aliana n'est pas du genre à sécher les cours ni à être en retard. Elle est ponctuelle et il est très rare qu'elle soit absente. Pendant ce temps, les enquêteurs interrogent les parents d'Aliana sur ses derniers déplacements. L'inspecteur apprend qu'Aliana a quitté la maison vers 6h30 du matin, comme à son habitude. Elle prend 2 bus pour se rendre à son école sur Union Avenue. Apparemment, elle ne s'y est pas rendue ce jour-là. La mère d'Aliana ne l'a appris que plus tard dans l'après-midi, quand elle a appelé l'école. Comme la plupart des ados de son âge, elle voulait s'intégrer et faisait parfois des choses pour suivre le groupe. J'arrive. On espérait qu'elle avait séché l'école. Mais Waitonia a un mauvais pressentiment. Aliana adorait l'école. Elle y allait même quand elle était malade. C'était une enfant sage. Ça ne lui ressemblait pas du tout, donc j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Un policier commence à ratisser le quartier. Il vérifie les lieux fréquentés par les jeunes, le McDonald's et tous les coins où ils se rassemblent. Il est du quartier, donc il connaît bien tous ces endroits. Le soleil se couche et la peur s'installe. Plus le temps passe, plus il y a de chances que quelque chose de grave soit arrivé, que l'enfant ait été blessé ou enlevé, ou pire. Là, on mobilise encore plus de policiers. Ils appellent des collègues pour qu'ils participent aux recherches. Ils vérifient les maisons abandonnées, les magasins, tous les lieux où Aliana pourrait être. Pendant ce temps, la météo se dégrade. La température baisse et la neige commence à tomber. Incapables de rester les bras croisés, les parents d'Aliana se joignent aux recherches. Damon et moi, on a appelé notre famille, nos amis, tous les gens auxquels on pensait pour qu'ils nous aident à chercher Aliana. Ensuite, on est sortis et on a commencé à coller des affiches partout. Le plan était de fouiller toute la zone. On a fait notre maximum pour essayer de la retrouver. Notre petite fille était dehors, quelque part. Il est désormais 19 h. Plus de 12 heures se sont écoulées depuis qu'Aliana a été vue pour la dernière fois. Plus il se fait tard, plus les recherches deviennent compliquées. Il fait très froid, donc si elle est dehors, elle a dû se réfugier quelque part, chez une amie par exemple, ou qui sait. C'est difficile de rentrer chez soi quand on sait que son enfant est dehors, en janvier, par 0 degré. Au poste de police, les enquêteurs tentent de localiser son téléphone portable. Mais il est éteint depuis la veille. Ils examinent ses relevés téléphoniques et ses réseaux sociaux. Mais il n'y a aucune activité suspecte. J'ai examiné chacune de ces petites interactions. Il n'y avait absolument rien qui puisse intéresser les enquêteurs, ni les mettre sur une piste. Ils appellent les hôpitaux. Mais aucune personne correspondant à la description d'Aliana n'a été admise. Quand on cherche une personne disparue et qu'on n'obtient pas une piste directement, on revient à la case départ. On sait qu'Aliana a été vue pour la dernière fois dans un bus. La plupart des bus modernes ont des caméras intérieures et extérieures. On sait qu'Aliana a pris 2 bus pour aller à l'école. Donc on cherche les vidéos de ces 2 bus.
Le lendemain matin, toujours aucun signe d'Aliana. Mais la police obtient sa première piste. Merci. Les enquêteurs s'apprêtent à visionner les images du premier bus. Ces vidéos vont être cruciales. On sait qu'Aliana a pris le bus, donc elle doit forcément être visible quelque part sur ces bandes. Si les inspecteurs repèrent Aliana sur la vidéo, ils pourront peut-être la localiser avant qu'il ne soit trop tard. Les bus disposent d'un système de surveillance intérieure, donc on voit ce que font les passagers. Il y a aussi une caméra qui permet de voir qui monte et descend. Ce sont des images très précieuses dans une enquête. Ils remontent à 6h30, heure à laquelle la mère d'Aliana affirme qu'elle a pris le bus. D'après la description donnée par sa mère, Aliana a quitté la maison avec un foulard bleu sur la tête, un manteau noir et un uniforme d'écolière. Du coup, on sait ce qu'on cherche. À l'intérieur du bus, les lumières sont éteintes et la caméra filme en noir et blanc. À 6h41, le bus ralentit et s'arrête. Une jeune fille monte à bord. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à l'identifier. On passe à une autre caméra à l'intérieur du bus. Les lumières s'allument pendant un moment. Elle porte un foulard bleu, mais je ne vois pas son visage. Les inspecteurs continuent à regarder. Regarde. Elle regarde vers la caméra pendant un bref instant, et on peut la reconnaître. C'est bien Aliana. Ils poursuivent le visionnage. Au début de la vidéo, Aliana est debout dans le bus, et elle ne semble pas en danger. Tout a l'air normal. Puis, tout à coup, à 6h46, Le bus est en train de rouler. Il s'arrête au prochain arrêt. Les lumières s'allument. Un jeune homme monte. Il échange quelques mots avec Aliana. Il se sourit. Ils restent debout, puis ils vont s'asseoir ensemble. Ils sont souriants, ils rigolent. Ils ont l'air d'être amis. Aliana ne semble pas en danger. Peut-être qu'elle avait un petit ami sans que sa mère soit au courant. Peut-être qu'ils sont descendus du bus ensemble et qu'ils ont séché les cours. les minutes défilent. Il est environ 6h50 du matin et le bus poursuit son trajet. Aliana se lève et se dirige vers l'avant. Les enquêteurs passent aux images de la caméra dirigée vers la porte. Elle descend à l'arrêt suivant. Le garçon reste dans le bus. On voit très bien qu'elle descend toute seule. Leurs chemins se séparent ici. Le bus s'éloigne et Aliana disparaît. Les enquêteurs savent que rien ne lui est arrivé pendant qu'elle était dans le bus. Elle est désormais à 800 mètres de son école. Plus on s'éloigne du moment où Aliana a été vue pour la dernière fois, plus il devient possible qu'il soit arrivé quelque chose de grave. Ce n'est pas encore une affaire criminelle, c'est seulement une disparition, mais tout le monde essaie d'avoir une longueur d'avance. Les enquêteurs chargent les images de la caméra extérieure du bus, dans l'espoir qu'elle puisse les renseigner sur la suite. On voit Aliana marcher dans la même direction que le bus. Quand le bus commence à repartir, on voit Aliana descendre du trottoir et traverser la rue. Quand le bus dépasse Aliana, les enquêteurs obtiennent un dernier aperçu de l'adolescente au coin de la rue. Elle est à l'angle de la 93e rue et de Kingsman Road,
où elle prend normalement son deuxième bus. Quand on a vu ces images, on s'est inquiété. Kinsman est un quartier un peu dangereux, surtout pour une jeune fille. Il y a régulièrement des homicides dans ce quartier. Les enquêteurs repassent la vidéo. Ils se repassent la scène une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Ils essaient de suivre tous les gens présents sur le trottoir quand Aliana descend du bus pour voir si quelqu'un l'a suivie, lui a parlé ou l'a regardée de travers. Ils veulent tout savoir. Un homme en manteau blanc attire leur attention. Il a l'air de la suivre pendant qu'elle traverse la rue. Les enquêteurs tournent leur attention vers lui. Les enquêteurs reconnaissent l'homme. Il était dans le même bus qu'Aliana. Ils retournent en arrière pour savoir ce qu'il faisait dans le bus. Est-ce qu'il regardait Aliana? Est-ce qu'il était assis près d'elle? Est-ce qu'il la surveillait? Ils essaient de repérer un élément qui pourrait suggérer qu'il a un lien avec la disparition. Il était assis juste derrière elle, donc c'est peut-être un suspect potentiel. Les enquêteurs doivent désormais savoir si Aliana a bien pris son deuxième bus. Et si l'homme en veste blanche l'a suivi. Mais il y a un problème. Il nous fallait les vidéos du bus qui part de Kinsman. Mais il y avait 2 ou 3 bus qui circulaient à ce moment-là. Il faudra peut-être des heures pour retrouver la bonne vidéo. Mais comme il s'agit de leur seule piste, les enquêteurs doivent absolument retracer les pas d'Aliana. Ce sont des images qui vont déterminer nos actions suivantes. Donc, il est crucial qu'on les récupère vite. Comme ça, on pourra les analyser et voir où elles nous mènent. À l'extérieur, dans les rues glaciales de Cleveland, les recherches se poursuivent. On avait toute une équipe de volontaires, de policiers et de gens qu'on avait rassemblés. Ils parcouraient la ville avec nous dans cette tempête de neige. On ne voulait rien entendre. On aurait déplacé des montagnes pour retrouver Aliana. On aurait fait n'importe quoi. J'avais l'impression d'avoir failli à ma fille. En tant que parent, on est censé protéger nos enfants, les couvrir, les guider. Il faisait froid, il neigeait. On était déterminés à la retrouver. La police lance un appel à l'aide. Et la presse locale relaie la disparition d'Aliana. Aliana a été vue pour la première fois alors qu'elle descendait d'un bus près de Kinsman, jeudi matin. Depuis, elle n'a donné aucun signe de vie. Les gens avaient peur. Il y avait déjà eu des crimes dans ce quartier. Des femmes avaient été assassinées. Mais ce qu'ils craignaient le plus, c'est que le meurtrier soit de retour et qu'Aliana ait subi le même sort. Personne ne se volatilise comme ça. Au poste de police, les images de surveillance du deuxième bus sont arrivées. Les enquêteurs les visionnent immédiatement, pressés de savoir ce qui est arrivé à Aliana. On possède désormais la vidéo du deuxième bus. On la visionne et on constate qu'Aliana est bien montée dedans, comme tous les matins. Les enquêteurs essaient de retrouver le type en blouson blanc du premier bus. Ils ne le voient pas. Il ne monte pas dans le bus. Apparemment, il n'avait rien à voir là-dedans. Il le retire de la liste des suspects et retourne à la vidéo, anxieux de voir la suite. Normalement, le bus la dépose devant l'école. Mais ce matin-là, Aliana descend 1 ou 2 arrêts avant son établissement sur la 93e rue.
Elle est bien montée dans le bus, mais elle n'est pas descendue à son arrêt habituel. Elle est descendue trop tôt. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi. Peut-être qu'elle voulait retrouver quelqu'un. Ils interrogent les amis et la famille d'Aliana. Mais personne ne semble capable d'expliquer pourquoi elle est descendue plus tôt. Ils identifient également le garçon avec lequel Aliana discutait dans son premier bus. Mais il leur dit qu'elle comptait aller à l'école, comme d'habitude. En l'absence de nouvelles pistes, les enquêteurs réorientent leurs recherches. Maintenant que les enquêteurs savent où Aliana est descendue, ils se concentrent sur cette zone. Les policiers déferlent sur le quartier à la recherche d'indices. Ils fouillent toutes les rues, mais personne n'a vu la jeune fille disparue. Ce 29 janvier a été horrible. Une journée horrible. Il y a eu une tempête de neige, une tempête violente. Je me souviens qu'il faisait froid, qu'il y avait du verglas partout. On ne voyait rien. Je me souviens de ce dimanche-là. Il y avait beaucoup de neige. Je me suis réveillée. Je suis allée regarder par la fenêtre et en voyant cette neige, je me suis demandé où est-ce qu'elle peut être. J'ai été saisie par ce froid. À 2 rues de l'arrêt où Aliana est descendue, il y a un alignement de bâtiments abandonnés. 2 policiers en uniforme entrent dans une maison abandonnée de Fuller Avenue. Quand on fouille ces maisons abandonnées, on est toujours sur ses gardes. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est assez dangereux. La maison était barricadée. Il n'y avait pas d'électricité. Il faisait noir comme dans un four. Ils savaient que quelque chose de grave était arrivé. Ils avaient cette sensation horrible dans le ventre. En fouillant la maison, ils voient ce qui ressemble à une traînée de sang sur le sol d'une des pièces. Ils suivent cette traînée jusqu'à une autre pièce. Ils y trouvent des vêtements et des objets personnels. Ils trouvent également des outils tachés de sang. En avançant un peu plus loin dans la pièce, les policiers découvrent le corps d'une jeune fille. Il y a beaucoup de sang. Elle porte plusieurs blessures sur le corps. Les blessures sur son corps, la quantité de sang dans la pièce, les objets qui ont été retrouvés à côté d'elle. Tout cela était très macabre et perturbant, même pour des policiers expérimentés. Le corps retrouvé n'est pas identifiable. L'identification est provisoire, mais d'après les vêtements et les objets personnels trouvés dans la chambre, il conclut qu'il s'agit d'Aliana. Tant que les médecins légistes n'auront pas confirmé l'identification, la police ne pourra pas informer la famille d'Aliana. Mais la nouvelle de la découverte commence à se répandre, et les volontaires qui participent aux recherches alertent ses proches. Je me suis mise à pleurer et j'ai dit à Damon que je devais voir de mes propres yeux que c'était bien elle. Je lui ai dit, j'ai besoin de savoir si c'est ma fille. Damon a essayé de me retenir, mais ils ne m'ont pas laissé faire. Il y avait beaucoup de policiers présents. J'ai commencé à hurler parce que je savais que c'était elle. Je leur ai dit, laissez-moi voir quelque chose, n'importe quoi. Je voulais voir si c'était son sac à dos ou le manteau que je venais de lui acheter. Son bonnet, son gant, n'importe quoi. Il n'avait pas besoin de l'envoyer à la morgue pour l'identifier. Si c'était elle, on pouvait le confirmer directement. Damon et moi, on savait dans nos cœurs que c'était elle. On le savait.
On a reçu un appel à la rédaction. On nous a dit « Venez à Fuller Avenue ». Ils ont trouvé un corps. Quand on est arrivé, la zone était barrée, donc on ne pouvait pas s'approcher. Mais on pouvait voir la maison dans laquelle il circulait. La police était là, au milieu de la rue, mais ils ne donnaient pas d'informations, ils ne disaient rien. Le père et la belle-mère d'Aliana étaient là, et ils sanglotaient sans pouvoir s'arrêter. Là, on a compris que c'était bien elle. L'autopsie confirme que le corps est celui d'Aliana, 14 ans. Quelqu'un a tué ma fille. Je me répétais, quelqu'un a vraiment tué ma fille. J'étais fou de rage. Fou de rage. Notre petite Aliana adorée n'était plus parmi nous. Quand on a annoncé que son corps avait été retrouvé, les gens se sont tout de suite dit qu'il y avait peut-être un nouveau tueur en série. Et ce n'était pas de la paranoïa. En 2016, Michael Madison a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de 3 femmes. Quant à Anthony Sowell, surnommé l'étrangleur de Cleveland, il a été condamné en 2011 pour le meurtre de 11 femmes. La population pensait qu'il y avait un tueur en série dans l'est de Cleveland, et surtout dans le quartier de Kinsman, là où Aliana a disparu. Beaucoup de femmes se sont volatilisées, puis ont été retrouvées tuées de manière effroyable. Les enquêtes n'ont rien donné. Même aujourd'hui, beaucoup de ces meurtres ne sont toujours pas résolus. Sur la scène de crime, les enquêteurs de la police scientifique se mettent au travail. Maintenant que le corps a été retrouvé, les enquêteurs changent d'objectif. Ils ne cherchent plus cette jeune fille, mais le responsable de sa mort. L'équipe médico-légale prend des photos, recueille des échantillons d'ADN, de sang et recherche des empreintes digitales. Il répertorie les preuves et les emballe pour les envoyer au laboratoire. Ces éléments pourront nous conduire à un suspect, mais on ne va pas attendre les résultats. On envoie des policiers dans les rues dès la découverte du corps. Ils doivent comprendre qui a fait ça et localiser ce type le plus vite possible. Prêts à tout pour mettre ce tueur hors d'état de nuire, les enquêteurs parcourent le quartier à la recherche d'indices. Le quartier est plein de panneaux qui annoncent des vidéos de surveillance. Ces caméras pourraient les mener tout droit jusqu'au tueur. Ils repèrent une église à l'angle de Fuller Avenue et de la 93e rue. Il y a des caméras sur le bâtiment. Les caméras sont orientées sur Fuller Avenue, où le corps d'Aliana a été découvert. On croise les doigts pour que ces caméras aient enregistré quelque chose. Les inspecteurs obtiennent des copies des images et les ramènent directement au poste pour les visionner. Ils remontent jusqu'à 6h53, l'heure à laquelle Aliana est descendue de son second bus au mauvais arrêt. Ils veulent savoir si elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Les enquêteurs étudient la vidéo de l'église. Les images sont granuleuses. Les minutes s'écoulent. Il n'y a personne. Puis, tout à coup, à 7h13, Ils voient une personne qui marche dans la rue et ils pensent qu'il s'agit d'Aliana. Sur l'une des vidéos, on voit une petite silhouette d'un côté de la rue. les enquêteurs comparent les images à celles qui ont été filmées dans le bus. Il s'agit bien d'Aliana. Son sac à dos porte une bande réfléchissante reconnaissable. Ce n'est pas très clair, mais on devine une jeune fille avec un sac à dos. Elle marche le long de la rue.
Il commence à neiger, ce qui rend la visibilité encore plus mauvaise. Alors qu'elle arrive à un croisement, ils aperçoivent un homme. Aliana fait un pas en arrière. Peut-être qu'il lui a dit quelque chose ou qu'elle a eu un mauvais pressentiment. Cela semble évident. Cette rencontre n'était pas prévue. C'est horrible de regarder ces vidéos de surveillance parce qu'on connaît la suite. On savait que ces images seraient insoutenables. Arrête-toi. On la voit reculer, s'arrêter et lever la tête. Les enquêteurs zooment sur l'homme. Mais la neige se fait plus dense et il est impossible de le voir clairement. La police trouvait ça étrange qu'Aliana et cet homme aient cette sorte d'interaction, de conversation. Aliana reprend son chemin et passe hors champ. Quelques secondes plus tard, l'homme la suit. Il nous faut tous les angles. Les enquêteurs passent les images de la deuxième caméra. Elle donne sur le parking. Mais sur l'image, les enquêteurs devinent les jambes d'Aliana. On voit Aliana marcher. On les voit se croiser. Puis ils quittent le cadre et disparaissent. Les enquêteurs continuent à regarder. Et à 7h19... Bon sang. L'image est très granuleuse et c'est difficile de les distinguer. Mais on voit deux personnes avancer dans Fuller Avenue, en direction de la maison abandonnée où Aliana a été retrouvée. L'une des deux personnes est plus petite et l'autre a l'air de la traîner le long de la rue. Puis ils sortent du cadre et c'est tout. Après ça, on ne les a plus revus. Voici les dernières images d'Aliana en vie. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils viennent de voir son enlèvement et que cet homme est celui qui l'a tuée. Ils doivent le retrouver immédiatement. Après avoir visionné les deux vidéos des caméras de l'église, les enquêteurs décident de revenir en arrière et de regarder ce qu'elles avaient filmé plus tôt dans la journée. Plus tôt ce matin-là, il ne neige pas et l'image est nette. Il n'y a personne. Ensuite, à 4h36 du matin, Ils voient quelqu'un avancer dans la rue où Aliana a été retrouvée. il s'arrête à l'angle de la rue. Puis fait demi-tour et repart. Les enquêteurs chargent les images de l'autre caméra. Ils veulent voir si l'homme réapparaît. Juste après 4h du matin, ils voient une silhouette. On voit un homme, le crâne rasé. Il fait des allers-retours dans la rue, tout doucement. Il sort du cadre. Puis un peu plus tard, on le voit revenir. Qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure-ci, s'il n'a pas de mauvaises intentions? Ensuite, quelques minutes avant qu'Aliana n'arrive dans la rue, il revient. C'est très suspect. Il ne va nulle part. Il arrive, il s'en va, il fait des allers-retours. On dirait qu'il patrouille le quartier à la recherche d'une victime.
Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit du tueur d'Aliana en train de chercher une victime. Mais ils ne savent pas qui il est, ni où il se trouve actuellement. Entre-temps, la police reçoit des témoignages de femmes qui ont été abordées par un homme dans le même secteur. Il correspond à la description du suspect. Les personnes qui commettent ce genre de crime sont généralement des récidivistes. La police pense qu'elle a déjà eu affaire à cet homme. Les enquêteurs commencent à fouiller leur dossier, à chercher les récidivistes. Ils cherchent ceux qui pourraient correspondre à la description de l'homme qu'ils ont vu dans la vidéo. Les recherches prennent du temps. Mais en attendant les résultats des analyses ADN, c'est leur espoir le plus solide. Aliana a été tuée de manière absurde et violente. La place d'un type comme lui est en prison. Comme ça, les autres sont en sécurité. Pendant que les inspecteurs cherchent leur suspect, la communauté locale se réunit en l'honneur d'Aliana. Toute une foule était présente. Les gens pleuraient. Damon m'a emmenée, mais c'était très dur pour moi. Je n'arrivais pas à respirer. Je tenais à peine sur mes jambes. C'était atroce d'être devant cette maison et de me dire que ma fille avait été retrouvée là-dedans et qu'elle n'était plus de ce monde. Je devais accepter le fait que ma fille n'était plus là. Accepter le fait que sa chambre resterait vide, que son lit resterait vide, qu'on n'entendrait plus rire, qu'on perdrait tous ces bons moments. Au poste, le travail de la police a payé. Ils ont identifié un suspect qui correspond à la description de l'homme vu sur les images de surveillance. Les enquêteurs ont identifié un suspect potentiel, un certain Christopher Whitaker. Ils ont fouillé son casier judiciaire et appris qu'il figurait sur le registre des délinquants sexuels. En 2005, il a été condamné à 4 ans de prison. Il avait agressé une femme et l'avait poignardée dans le cou. Christopher Whitaker est un homme très dangereux. Ils obtiennent une photo d'une précédente arrestation. Ils la comparent à l'homme visible sur la vidéo de l'église. Ils concluent qu'il s'agit de la même personne. Au même moment, les résultats ADN arrivent. C'est bien lui. Grâce à la vidéo et à l'ADN, tout devient clair. Les enquêteurs comprennent que c'est Christopher Whitaker qu'ils ont vu faire les 100 pas devant l'église. C'est lui qui a abordé Aliana au coin de la rue. Et c'est lui qui l'a traînée jusqu'à la maison où son corps a été retrouvé. Maintenant que les inspecteurs ont identifié Christopher Whitaker comme suspect, ils transmettent l'affaire au service chargé des fugitifs du nord de l'Ohio. Les marshals sont chargés d'appréhender les criminels les plus violents. On poursuit des suspects d'homicide tout le temps, mais quand on est confronté à quelqu'un qui a fait autant de mal, on est sur ses gardes, un peu anxieux. Prête pour une confrontation, l'équipe se prépare à éliminer un tueur. Je tenais à ce qu'il aille en prison pour les actes horribles qu'il avait commis sur cette jeune fille. On s'attend toujours au pire quand on s'approche d'une porte, parce qu'on sait que la personne derrière est capable de commettre des actes inhumains. Et dans les cas comme celui-ci, cette sensation est multipliée par 100. Avec ma partenaire, on s'est regardé en se disant « Il va avoir peur. Il va essayer de s'enfuir. » Ces secondes étaient interminables. Quand la porte s'est ouverte, j'ai vu un homme immense. C'était lui, Christopher Whitaker. Quand je l'ai saisi, j'ai pensé à ce qu'il avait fait et j'ai eu l'impression de toucher le mal à l'état pur. Il avait des poignets énormes. On lui a passé les menottes et c'était à peine si ses poignets passaient dedans, tellement il était corpulent.
Ça me rend malade d'imaginer qu'un type aussi fort ait pu s'en prendre à une fille aussi frêle et lui faire des choses pareilles. Christopher Whitaker est arrêté et conduit à l'unité des homicides pour un interrogatoire. Il savait qu'il était vaincu. La partie était terminée. Au début, il a nié toute implication. Les enquêteurs le confondent avec les preuves ADN et les images de surveillance. Doucement mais sûrement, il a commencé à admettre qu'il était là et qu'il avait touché certains outils. Il est mis en examen pour meurtre aggravé. Whitaker plaide non coupable pour le meurtre d'Aliana Defries. Les procureurs montrent au jury ce qui s'est passé le 26 janvier 2017. À 6h41, Aliana monte dans le bus. Elle prend ensuite un deuxième bus en direction de son école. Mais à 6h53 du matin, elle descend. 2 arrêts trop tôt. La police a essayé de comprendre pourquoi Aliana était descendue du bus trop tôt, mais ils n'ont trouvé aucune raison. À mon avis, elle était un peu perdue. Il faisait sombre. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Aliana, désorientée, marche dans la rue. Mais un tueur est tapé dans l'ombre. Les maisons abandonnées, c'est terrible pour un quartier. Ce sont des cachettes de choix pour un kidnappeur. Christopher Whitaker s'approche d'elle. Puis la force à le suivre. Christopher Whitaker est très grand. Il est massif, costaud. Se faire aborder par lui quand on est une jeune fille de 14 ans, ça doit être très intimidant. Christopher Whitaker a entraîné Aliana dans cette maison abandonnée et il l'a assassinée. Ses parents ont utilisé ses empreintes dentaires pour l'identifier. Il a commis un acte cruel et infâme. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Le 13 février 2018, le jury déclare Christopher Whitaker coupable de l'enlèvement et du meurtre d'Aliana Defries. Il est condamné à la peine de mort. Personne ne mérite plus la peine de mort que Christopher Whitaker. Dans ce procès, les caméras de surveillance ont joué un rôle essentiel. C'est grâce à elles que les enquêteurs ont pu identifier Christopher Whitaker. Ils ont pu voir que son chemin avait croisé celui d'Aliana. Les gens ont besoin de voir les actes qu'on décrit de leurs propres yeux. Ces vidéos de surveillance ont permis au jury de visionner directement ce qui s'était passé. Elles ont eu un impact énorme. C'est un outil formidable pour aider la justice. On ne peut pas s'empêcher d'éprouver de la peine pour la famille et pour la victime. J'ai tellement mal en me disant qu'elle a vécu ses derniers instants dans cette maison sombre et froide. Ce sentiment ne m'a jamais quittée. Ça a été très difficile de perdre Aliana. On était tellement proches, elle et moi. C'était atroce. Ça reste encore difficile aujourd'hui, 3 ans plus tard. On l'a perdue si jeune. Je ne voulais pas accepter le fait qu'elle soit partie. Je ne voulais pas croire qu'il y a des gens capables de faire autant de mal à une enfant. J'ai dépassé le stade de la colère. Parce qu'on a trop de choses à faire. Et si on est en colère, on se concentre là-dessus et on n'avance plus. Whitaker a fait appel de sa condamnation à mort. Dans ma tête, elle aura toujours 14 ans.
Je ne saurais jamais à quoi aurait ressemblé Aliana à 21 ans, ou le jour de son mariage. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle aurait pas voulu qu'on soit triste. Elle aurait pas voulu qu'on soit triste. La famille d'Aliana a créé une fondation en sa mémoire. La fondation a une mission: obtenir des véhicules de transport scolaire pour les enfants. Comme ça, ceux qui prennent les transports en commun pour aller à l'école pourront être déposés directement sur place par des bus sécurisés. On veut apporter des changements, démolir les structures abandonnées, lutter contre la violence domestique, améliorer les relations avec la police. On veut que nos enfants soient en sécurité. On se dit que cela n'arrive qu'aux autres, mais c'est faux. On ne sait jamais qui nous observe. Quelqu'un peut très bien surgir de nulle part et kidnapper un enfant. On se retourne et c'est déjà trop tard.